I am Iron Man. I'm Batman. Swear to me! To peace. I think he's waiting for you. Imaginez deux orphelins, deux héritiers nés dans la richesse mais condamnés à vivre avec une cicatrice qu'aucune fortune ne peut effacer. DC en fait un chevalier noir consumé par ses démons. Marvel en fait un charismatique en armure rouge et jaune qui cache sa douleur sous les flashs et les costumes. L'un derrière un masque, l'autre derrière une armure. Deux super-héros, sans super-pouvoir, mais qui ont redéfini ce que signifie être un vrai héros. La question qu'on se pose aujourd'hui n'est pas lequel est le plus fort. La vraie question, c'est lequel incarne le mieux ce mythe du riche orphelin, lequel a été le mieux adapté, lequel utilise le mieux son argent et son génie. Aujourd'hui, nous allons nous occuper des deux trilogies. Pour Iron Man, c'est la trilogie qui a lancé le MCU. Robert Downey Jr. nous gratifie de son interprétation, capable de nous faire autant rire que pleurer. De l'autre côté, la trilogie Batman de Christopher Nolan est un chef-d'œuvre visuel, considéré comme le meilleur film de super-héros jamais réalisé, ayant même obtenu un Oscar. Ces deux trilogies forment un tout. Ce sont deux faces d'une même pièce, réunies même par leur score Rotten Tomatoes, avec 94% chacun. Alors, bienvenue dans le tribunal de l'anti-héros, mais je voulais d'abord vous remercier pour tout l'engouement, l'énergie et les retours que vous avez donnés lors de ma première vidéo sur Cars. Une autre dans le même format est déjà en cours d'écriture, donc ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et pour les autres, bienvenue dans ce nouveau format, bienvenue dans le tribunal, car aujourd'hui seulement un seul orphelin milliardaire devenu super-héros ressortira vainqueur. Un super-héros sans pouvoir n'existe que parce que son univers le rend possible. Le décor n'est pas accessoire, c'est une part de l'ADN du personnage. Il ne peut pas se contenter de tout détruire à coups de laser, il doit construire. Là où beaucoup de super-héros avec des super-pouvoirs ne font qu'évoluer dans leur milieu, dans Iron Man comme dans Batman, ce sont leur univers qui les définit. Prenons Gotham. Ce n'est pas une ville, c'est une cicatrice à ciel ouvert. Ses ruelles crient la peur, ses immeubles gothiques sont rongés par la corruption. Dès Batman Begins, Nolan plante le décor. Bruce Wayne n'est pas devenu Batman par choix, c'est Gotham qui l'a exigé, qui l'a construit. On se retrouve dans une ruelle sombre, nous avons déjà vécu cette scène autant de fois que d'adaptations lui ont été faites. Un enfant perdant ses deux parents, un collier de perles ruisselant sur le sol, une vie brisée. La ville a façonné son héros comme une réponse, un remède brutal à une maladie qui la dévore. Et tout dans son environnement traduit cette dualité. Le manoir Wayne, immense mais froid, symbole d'un héritage impossible à porter, d'une absence et d'un manque trop grand pour les remplir. La Batcave, cachée sous terre, sombre et lugubre, un reflet direct de son âme. Chaque gadget, chaque véhicule n'est pas une excentricité, mais une arme forgée pour l'urgence d'un combat sans fin. Un milieu de vie reflétant vraiment ce qu'est devenu Bruce Wayne ce soir-là. Et puis, il y a le ciel, le Bat-Signal, ce simple faisceau lumineux qui suffit à figer les criminels. Dans l'imaginaire collectif, Gotham n'a même plus besoin de Batman pour trembler. Le symbole a dépassé l'homme, la peur a changé de camp, la justice a dépassé le crime. A l'inverse, Tony Stark s'élève au-dessus de New York avec sa gigantesque tour. Là où Bruce cache ses inventions avec ses démons sous terre, Tony explose son génie au monde entier. Regardez sa maison dans Iron Man 1, une villa ouverte sur l'océan, tout en verre et en lumière. Son laboratoire, une cathédrale technologique. Hologrammes, armures alignées comme des trophées. Chaque création est une extension de lui-même, presque un défilé de mode high-tech ou une exposition. Là, ce que je trouve génial, c'est que dans l'un comme dans l'autre, cela reflète parfaitement la psyché de ces deux personnages. Quand dans la vie, on dit qu'on construit une armure autour de nous, on nous dit en gros qu'on construit une façade, quelque chose qui prendra les coups à notre place. Et c'est exactement ce que fait Tony Stark. Tous les flashs, toutes les armures, tous les hologrammes autour de lui, ce sont ses barrières, c'est ça,
son armure. Alors que dans la vie, quand on met un masque, c'est qu'on devient quelqu'un d'autre, c'est qu'on se sert d'un visage différent, d'une facette de notre personnalité pour faire quelque chose qu'on serait incapable de faire en étant nous-mêmes à 100%. C'est exactement ce que fait Batman. Il ne construit pas d'armure, il va directement au corps à corps avec ses ennemis, mais pas en tant que Bruce, pas en tant que l'enfant blessé qu'il est devenu ce soir-là. Il a construit un masque, il a construit un alter ego, et c'est bien Batman qui agit les soirs de crime. Bruce hérite d'un nom qu'il doit protéger, Tony hérite d'une entreprise qu'il doit assumer, ou plutôt réparer. Et c'est là que tout change. Bruce Wayne porte son héritage comme une croix, Tony Stark, lui, le porte comme un défi. Les deux sont super bien adaptés et même si l'héritage est très bien réalisé et écrit dans les deux cas, j'avoue que si je dois rajouter un point pour l'ambiance et l'univers, je le donnerais à Batman. Il nous emmène plus loin, il nous sort plus rapidement de notre monde, Gotham n'est pas juste un décor, c'est une légende urbaine. Elle ne sert pas juste à embellir le héros ou à se faire détruire, elle sert à construire l'identité même du film. Le héros commence là où l'homme s'arrête, au moment où il enfile son masque ou son armure. Et c'est justement ça, la différence. Le costume de Batman n'est pas une armure, c'est une peur matérialisée. Chaque détail est pensé pour faire croire qu'il n'est pas humain. La cape qui se déploie comme des ailes de chauve-souris ou de démon, le masque qui fige son visage dans une expression inhumaine, la voix trafiquée, sombre qui résonne comme un cauchemar, n'est pas fait pour nous dire « Regardez, c'est lui le héros ». Elle est là pour nous dire « Voilà ce qu'est devenu Bruce Wayne ». Derrière son masque, aucune lumière n'émane de lui. Il ne veut pas impressionner ou en tirer profit, il veut juste détruire le crime, mettre un terme à ce qui a causé la destruction de Bruce Wayne. Chez Tony, c'est l'inverse. L'armure d'Iron Man est une extension de son ego. Elle n'efface pas Stark, elle le magnifie. Souvenez-vous de sa première apparition en public dans Iron Man 2. Tony ne devient pas un autre en enfilant l'armure, il devient encore plus Tony Stark. On comprend qu'elle ne sert pas juste à dissimuler le personnage, elle sert à amplifier l'armure mentale qu'il construit autour de ses traumatismes. I am Iron Man. Et c'est pour ça que sa phrase « Je suis Iron Man » est si puissante. Là où Bruce cache son identité, Tony la revendique. Pour Tony, l'armure est une proclamation. Regardez, votre protecteur est là et c'est moi, Tony Stark, qui l'ai créé. Pour Batman, le costume est une prison, et quand il dit sa phrase, I'm Batman. il ne le dit pas fièrement, il revendique son fardeau. Il n'a jamais voulu être Batman, il n'a jamais voulu porter ce masque. Deux phrases identiques, mais deux philosophies contraires. Mais revendiquer le super-héros est devenu bateau avec le temps, et c'est moins profond que ce que Batman transmet par cette souffrance et ce fardeau. Alors, j'accorderai un deuxième point à Batman, mais attention, la prochaine partie de ce procès risque de remettre tout en question. La mort des parents de Wayne est peut-être la scène la plus rejouée de toute l'histoire du cinéma de super-héros. Et pour une simple raison, c'est une scène universelle. C'est l'innocence qui meurt sous nos yeux, la phrase de son père avant sa mort. Ce soir-là, Bruce Wayne ne devient pas orphelin, il devient Batman. Et toute sa vie ne sera qu'une tentative désespérée de combler ce vide. De l'autre côté, Tony Stark n'a pas vu ses parents mourir sous ses yeux. Il a ressenti cette absence sans avoir le traumatisme du moment où c'est arrivé. Et ce moment, il le verra plus tard dans Avengers Civil War, mais on en reparlera. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le traumatisme qui fait de Tony Stark Iron Man est qu'il a vu ses propres armes, créées à la base pour protéger, l'héritage même de son père, tuer des innocents, détruire des vies. On se souvient tous de cette scène. Dans une grotte en Afghanistan, une batterie greffée à la poitrine, ayant vu la mort en face, il réalise que tout son génie ne sert qu'à détruire. Le traumatisme n'est pas un vol de vie, ce n'est pas une perte, mais une culpabilité écrasante. À ce moment-là de l'histoire, Tony Stark n'est pas traumatisé de la perte d'un proche, le traumatisme qui vient de naître en lui, c'est la mort de milliers de personnes de sa propre main. Il est l'antagoniste avant même de devenir le super-héros. Et là où Bruce Wayne construit son identité en secret, Tony choisit la lumière. Il ne veut pas se cacher, il veut réparer. Et quand des années plus tard il découvre que ses parents ont été assassinés par le soldat de l'hiver, c'est une deuxième explosion. Ce n'est pas seulement le poids de la culpabilité, cette fois-ci c'est la haine. La haine d'avoir réparé son erreur et de se rendre compte que pendant ce temps-là, d'autres ont détruit sa vie
sans qu'il le sache. Et c'est pour ça que ce point-là va directement à Iron Man, car ce traumatisme n'a pas créé l'armure. C'est bien Tony Stark qui construit Iron Man pour réparer ce qu'il a détruit. Il ne se cache pas derrière l'armure, il revendique qui il est, il revendique ses crimes et il revendique sa rédemption. Un héros se mesure à ceux qui l'entourent, aux alliés qui l'élèvent et aux ennemis qui le détruisent. Pour Batman, il n'affronte pas des ennemis, il affronte des miroirs. Chaque antagoniste de Gotham n'est qu'un fragment brisé de lui-même. Son rival principal et mon personnage de comics préféré, le Joker, c'est le chaos absolu. C'est l'inverse total de Batman. Batman lui-même aurait pu devenir le Joker. Double Face, lui, est l'incarnation tragique de la dualité. Bruce lui-même vacille entre deux identités. Il se reconnaît donc dans Double Face. Et Bane est l'ombre physique, la brute née dans les ténèbres, que Batman doit dominer en redevenant plus qu'un homme. Là où Batman commence à se sentir super-héros, là où le costume se sépare de son traumatisme, mais qu'il devient un drapeau, Bane arrive pour lui remettre les pieds sur terre. Les antagonistes de Batman sont là pour lui rappeler qu'il n'a pas le droit d'être libéré, qu'il sera le justicier de la nuit jusqu'à faire le choix de lui-même le tuer. Et même ses alliés sont des blessures vivantes. Alfred, figure paternelle, mais aussi témoin de sa déchéance. Il représente ce que Batman a perdu, mais aussi ce qui lui reste. J'ai échoué. Pourquoi tombons-nous, monsieur? C'est pour mieux apprendre à nous relever. Toujours pas envie de m'abandonner. Jamais. Ensuite, il y a Rachel, symbole d'un amour impossible. Elle est sacrifiée et le pousse, encore une fois, à subir une perte. Mais on pourrait aussi parler de Lucius Fox. C'est lui qui crée les équipements de Batman, lui qui le protège. Quand Alfred protège Bruce Wayne, Lucius protège Batman. Quand les amours de Bruce Wayne lui permettent de survivre, les ennemis de Batman lui permettent également de rester en vie. Non, toi, tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi. Même si tu en rêves. Tony, lui, est tout l'inverse. Sa vie est une succession de rencontres qui fissurent son armure émotionnelle. Pepper Potts, la seule à voir au-delà de l'armure, la première à comprendre que Tony Stark a réellement un cœur. James Rhodes, le frère d'armes, celui qui rappelle à Tony qu'il n'est pas seul, et aussi celui qui porte l'armure à ses côtés. Happy Hogan, la fidélité incarnée, même dans le chaos, un allié fidèle autant de Tony Stark que d'Iron Man. Et ses antagonistes ? Ils sont les enfants illégitimes de son arrogance. Obadiah Stane, le père trahi. Justin Hammer, la cicatrice de ce qu'il aurait pu devenir. Ou même Ultron, l'ombre monstrueuse née directement de son propre génie. Là où Batman affronte les démons de Gotham, Stark affronte les démons de Stark Industries. L'entourage d'Iron Man ne le construise pas, son entourage se construit avec lui. Ses antagonistes ne le condamnent pas à rester Iron Man, ils sont la conséquence de qui il a été et de ce qu'il a fait. Et après les avoir détruits grâce justement à Iron Man, son armure se brise petit à petit pour devenir entièrement lui-même, pour ne faire plus qu'un. Alors si je devais parler de popularité, je dirais que Batman remporterait ce point, car le Joker, comme Double Face, sont des antagonistes beaucoup plus marquants que ceux d'Iron Man. Mais en profondeur et à ce que ça apporte à l'intrigue et à l'univers du personnage, je trouve que l'entourage d'Iron Man est davantage plus complexe et intrigant. Je pense que c'était sincèrement la décision la plus compliquée de cette vidéo, car je suis un grand fan du Joker et je pense qu'à lui seul, il pourrait faire gagner Batman. Mais j'ai décidé quand même de donner ce point à Iron Man pour la complexité de ses relations et pour la profondeur qu'elle garde jusqu'à son héritage. Un héros, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une image, une présence, une incarnation. Les films de Nolan sont des leçons de cinéma. Chaque plan est pensé comme une peinture sombre. Les scènes nocturnes, les contrastes, les silences, l'utilisation du réel pour ancrer l'irréel. Souvenez-vous de la première apparition de Batman dans Begins. Il surgit de l'ombre presque invisible. Une créature plus qu'un homme. Souvenez-vous du Joker face à la caméra dans The Dark Knight, un symbole d'anarchie incarné, une scène mythique et glaçante.
Et au sommet de tout ça, un Oscar, et notre regretté Heath Ledger, Joker immortel, qui transforme le film en chef-d'œuvre intemporel. Batman n'est pas qu'un héros, c'est du cinéma pur. Iron Man, lui, brille autrement. Les envolées de Stark en armure sont filmées comme des shows pyrotechniques. La première fois qu'il s'envole dans Iron Man 1, ce n'est pas une séquence d'action, c'est une naissance. On le sent même renaître à travers ses créations. La caméra nous fait ressentir chaque vibration, chaque décollage, comme si on assistait à la scène en direct. Et surtout, Robert Downey Jr. Il n'incarne pas Tony Stark. Il est Tony Stark. Sa présence magnétique, ses répliques improvisées, son humour désarmant, sans lui, l'armure serait vide. En termes d'esthétisme, Batman est au-dessus, et en termes d'incarnation du personnage, on peut pas nier que Iron Man le dépasse largement. Alors pour cette partie, je suis obligé de donner un point à chacun. Alors on y est, égalité parfaite. Mais je suis l'anti-héros, et je vous ai fait la promesse qu'il n'y aurait qu'un vainqueur. Alors posons la question ultime. Qu'est-ce qui définit un vrai héros ? Quand l'heure sera venue, Potter devra mourir. Oui. Longue vie au roi. C'est mon monde. En un seul mot, le sacrifice. Viens, on rentre. Le vrai test d'un super-héros n'est pas dans ce qu'il gagne ou dans ce qu'il perd, mais dans ce qu'il accepte de perdre. À la fin de The Dark Knight, Bruce Wayne prend une décision impossible. Il accepte de devenir le méchant aux yeux du monde pour sauver l'image d'Harvey Dent. Il s'efface pour préserver l'espoir d'une ville. Un chevalier noir meurt pour laisser vivre un chevalier blanc. Et dans The Dark Knight Rises, le dernier opus de la trilogie, il va encore plus loin. Il n'accepte pas seulement d'être un fugitif et d'être le responsable, il accepte de mourir avec Gotham. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Batman meurt, mais Bruce Wayne survit. Il simule sa mort, tuant Batman et revenant à une vie paisible. Il a enfin tué son démon intérieur, laissant derrière lui une légende, mais également une place pour un successeur derrière le masque. Mais pour Tony Stark, c'est totalement différent. Dès The Avengers, Tony Stark est le premier à se jeter dans le portail, prêt à ne jamais revenir. Il ne réfléchit pas, ou en tout cas, il ne le laisse pas voir. La première personne à qui il pense, sa future femme. Il prend le missile et le redirige vers le portail, se sacrifiant par la même occasion. Heureusement, tout se finit bien. Il avait encore de nombreuses aventures devant lui. Mais c'est dans Endgame que tout prend sens. Face à Thanos, il sait que seul son geste peut sauver l'univers. Il sait que ce moment arrive, mais pour autant, il ne fonce pas vers la mort. Il essaye, mais il voit bien qu'après avoir essayé de le défaire en face à face, tous ses efforts ne seront pas suffisants. Et là, n'importe qui, même Batman, aurait fait demi-tour pour revenir plus fort. Mais lui sait que la fuite n'est pas une option. Il sait que abandonner maintenant, aujourd'hui, ce sont des gens qu'il laisse mourir, ce sont des spectateurs qu'il laisse sans voix. I am inevitable. Alors, il ne fuit pas, il ne négocie pas, et dans une dernière ruse du célèbre Tony Stark, il récupère les pierres d'infinité et claque des doigts en citant la phrase qui avait tout commencé. Une phrase qui résume tout. Tony Stark meurt en héros, mais surtout en homme. En fait, Bruce Wayne se sacrifie éternellement tout au long des 3 films. En tuant Batman, Bruce Wayne détruit également les grands antagonistes. Tony, lui, ne porte plus de fardeau. Il les a tous détruits, il a réparé ses erreurs. Et là, on arrive au terme d'une histoire, et non au début d'une nouvelle comme pour Bruce. Nous voyons la mort d'un héros que nous avons soutenu durant des années. Iron Man est et restera Robert Downey Jr.,
à jamais. Batman est l'ombre, Iron Man est la lumière, deux faces d'une même pièce. Mais dans ce duel, le Chevalier Noir s'incline face au génie milliardaire playboy philanthrope. Et quand l'écran s'assombrit, il ne reste rien à dire que de retenir son souffle et de regarder la nuit, comme le ciel, différemment.